Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Le samedi 30 août, la petite ville de Paderno d'Ugnano, en banlieue de Milan, s'apprêtait à vivre une nuit paisible, une nuit comme tant d'autres. Mais dans une villa de la banlieue, une famille heureuse allait sombrer dans l'horreur. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que cette nuit allait être marquée par l'un des crimes les plus choquants que la région ait jamais connus. Il est aux alentours de 2 heures du matin lorsqu'un appel parvient au service d'urgence 112. C'est une heure où les opérateurs savent que les pires tragédies peuvent survenir, où l'obscurité enveloppe les esprits et où les rues désertes peuvent devenir le théâtre de cauchemars inimaginables. Mais rien n'aurait pu préparer cet opérateur à ce qu'il allait entendre. Au bout du fil, un adolescent de 17 ans, Riccardo. Sa voix tremblante, hachée par l'émotion, annonce la nouvelle d'une voix presque mécanique, comme s'il peinait à croire ce qu'il venait de faire. J'ai tué mon père. Je l'ai tué parce qu'il avait poignardé ma mère et mon petit frère. L'opérateur reste un instant silencieux, déconcerté par l'ampleur de la confession. Puis, avec toute la maîtrise dont il est capable, il tente d'en savoir plus. Ta mère et ton frère, sont-ils encore en vie? Non, ils sont morts, ils sont tous morts, même mon père. Ton père s'est suicidé? Non, je l'ai tué. J'ai pris le couteau et je l'ai frappé. Venez vite. L'opérateur comprend rapidement que ce n'est pas une plaisanterie. Le désespoir dans la voix de Riccardo est palpable. Il contacte immédiatement une patrouille de carabiniers qui fonce sur les lieux, sirène hurlante, déchirant le silence paisible de la ville endormie. L'urgence est absolue. En attendant, l'opérateur doit garder Riccardo en ligne, l'empêcher de sombrer plus profondément dans le choc. Il tente de comprendre ce qui a pu déclencher un tel cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton père a-t-il fait ça? Avait-il des problèmes? Des tensions avec ta mère? Riccardo, toujours secoué par ses sanglots, répond en haletant. Je ne sais pas, non, il n'y avait pas de problème. Tout allait bien avec ma mère. Puis, soudain, Riccardo se tait. Le silence devient lourd, oppressant. Il n'y a plus que le souffle irrégulier du garçon qui résonne à travers la ligne. L'opérateur tente de briser cette tension en lui demandant de sortir de la maison, de se préparer à l'arrivée des policiers. Sors, attends-les devant la maison, ils seront là d'une minute à l'autre. Quelques minutes plus tard, les carabiniers arrivent à la villa. Sous un arbre qui se dresse devant la maison, ils découvrent Riccardo, assis sur le sol. Il est en slip, trempé de sueur, couvert de sang, son couteau encore à la main, le regard vide, il ne dit rien. Son corps est figé, son esprit semble absent. Ce silence, ce mutisme presque surnaturel, ajoute une couche de mystère à l'horreur qui se trouve derrière les murs de cette maison. Les policiers approchent prudemment, essayant de lui parler, de le calmer. Riccardo ne réagit pas. Il est comme coupé de la réalité, comme si son esprit flottait dans une dimension où la douleur et la terreur ont pris le contrôle. Après quelques minutes, ils parviennent à lui faire lâcher le couteau, et l'un des officiers lui demande de les conduire à l'intérieur. Riccardo acquiesce d'un signe de tête, se lève lentement et les guide dans la villa familiale. En entrant, les carabiniers ressentent immédiatement une atmosphère oppressante. L'intérieur est impeccablement rangé, un contraste frappant avec ce que les policiers savent qu'ils vont découvrir. Sur les murs, des photos de famille, sourires de vacances, moments de bonheur. Rien n'indique que cette maison était sur le point de devenir une scène de crime d'une horreur indicible. À mesure que Riccardo les conduit vers l'escalier, les policiers ressentent une tension croissante. Ils montent, suivant le garçon d'un pas prudent. Riccardo s'arrête au seuil d'une chambre. Il montre la porte d'un geste simple, laissant les policiers découvrir l'horreur par eux-mêmes. L'un des officiers écarte doucement Riccardo, pour l'éloigner de la scène qui l'a marqué à jamais. Puis il rentre. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. La chambre est devenue une véritable scène d'horreur. Du sang partout, sur les murs, sur le sol, sur les meubles. La violence est inscrite dans chaque recoin de la pièce. Sur le lit, le corps d'un enfant gît, mutilé au point d'être méconnaissable. C'est le petit frère de Riccardo, Lorenzo, à peine 12 ans. Le sang macule ses draps, son visage est figé dans une expression de terreur. Près du lit, la mère de Riccardo, Daniela, est agenouillée,
comme si elle avait tenté, dans un dernier effort désespéré, de protéger son fils. Elle est figée dans la mort, une blessure mortelle à la gorge. Et là, plus loin, le père, Fabio, 51 ans, repose dans une mare de sang, un coup mortel à la poitrine. Il est clair que c'est la lame que Ricardo a tenue qui a mis fin à ses jours. La violence qui s'est abattue sur cette famille est inimaginable. Une véritable tornade de coups. Des dizaines, peut-être des centaines, dans une frénésie incontrôlable. Les policiers sont paralysés par l'horreur de ce qu'ils voient. Comment un jeune garçon a-t-il pu être le témoin et l'acteur d'une telle tragédie? Ricardo est emmené au poste de police, toujours sous le choc. Son regard est vide, perdu. Pendant des heures, les enquêteurs tentent de comprendre ce qui s'est passé. Ricardo répète encore et encore la même version. Son père a attaqué sa mère et son frère, et il a dû intervenir. Mais quelque chose cloche, quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Pourquoi un père de famille, sans antécédent de violence, aurait-il commis un tel acte? Les interrogations fusent, mais Ricardo reste dans sa version. Puis, après des heures d'interrogatoire, de fatigue, de tension, Ricardo craque. Il s'effondre sous le poids de la vérité. C'est moi, j'ai menti, c'est moi qui les ai tous tués. Le silence est glaçant. Les enquêteurs ne peuvent pas y croire. Mais Ricardo, comme libéré d'un poids insoutenable, raconte enfin l'horrible vérité. Depuis des années, il se sentait rejeté, incompris. Même au milieu de sa propre famille, il se sentait seul, étouffé par une pression invisible. Il ne trouvait pas sa place, que ça soit au lycée, en vacances ou même lors des repas en famille. La solitude le rongeait de l'intérieur. Je me suis toujours senti opprimé. Je pensais qu'en les tuant tous, je serais enfin libre. Libre de vivre comme je le veux. Il raconte alors le déroulement des faits. Après le dîner d'anniversaire de son père, il a attendu que tout le monde s'endorme. Il est descendu à la cuisine et a pris un couteau. Puis, il est remonté dans la chambre de Lorenzo, son petit frère, un garçon innocent de 12 ans, qui l'admirait, qui voulait être comme lui. Mais cela n'a pas suffi à arrêter Ricardo. Je pensais qu'un coup de couteau dans la gorge suffirait pour le tuer, mais ça n'a pas suffi. Alors je n'ai pas pu m'arrêter. 39 coups de couteau, c'est ce que le légiste constatera sur le corps de Lorenzo. Une violence inouïe. Les cris ont réveillé la mère, Daniela, qui s'est précipitée dans la chambre pour protéger son fils. Elle n'a pas eu le temps de réagir. Elle aussi a été frappée à mort. Enfin, Fabio, le père, est arrivé à son tour, mais il n'a rien pu faire face à la rage incontrôlable de son fils aîné. Cette nuit tragique a détruit bien plus qu'une famille. Elle a laissé une ville entière sous le choc. Ricardo, le jeune meurtrier, est aujourd'hui seul avec ses démons, emprisonné non seulement derrière les barreaux, mais aussi dans les abîmes de son propre esprit. Ses grands-parents, endeuillés, ont promis de ne jamais l'abandonner. Mais peut-on réellement ramener à la lumière un esprit brisé par une telle folie? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, à vous abonner pour plus de récits captivants et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.